Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le procès du général Amadou Sanogo débute ce 30 novembre. Il est accusé d'assassinat et de complicité d'assassinat. Un café plus torréfié et de bon goût, le nouvel objectif des agriculteurs kenyans. Pour ce faire, le gouvernement souhaite améliorer la quantité de café torréfié localement produit de 5 à 10% par an au cours des 5 prochaines années. Le président de l'Assemblée nationale camerounaise assimile les réseaux sociaux à une nouvelle forme de terrorisme. Il parle de réseaux sociaux comme étant un phénomène social aussi dangereux qu'un missile lâché dans la nature. La région du lac Tchad enregistre depuis plusieurs semaines des redditions d'éléments de Boko Haram venant du Nigeria. Ces redditions sont la conséquence d'une stratégie militaire consistant à couper toutes les sources de ravitaillement aux insurgés. Plus de détails avec notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Les autorités tchadiennes enregistrent ces derniers jours dans la région du lac Tchad des redditions de centaines d'éléments de Boko Haram venant du Nigeria et du Niger. Dans la localité de Bakasoula, l'une des 3 préfectures de la région du lac Tchad, les autorités locales appuyées par les organisations humanitaires continuent d'accueillir les insurgés visiblement affaiblis par la faim. D'après les témoignages aux médias locaux, les éléments de Boko Haram indiquent que les conditions de vie sont devenues insupportables et qu'ils sont obligés de déserter leur position pour lancer SOS aux villageois et à l'armée tchadienne. Les redditions de ces éléments de la secte nigériane sont prévisibles parce que depuis que les pays membres de la CBLT ont lancé une offensive militaire conjointe il y a 3 semaines visant à isoler les bastions de Boko Haram en coupant toutes les sources de ravitaillement, ici au Tchad, on s'attendait à ce genre de ralliement des insurgés. Maintenant, on espère que ces redditions des éléments de la secte Boko Haram marquent le début de la fin des opérations militaires. En attendant, les autorités locales du Tchad essayent de faciliter le retour des insurgés tout en demandant aux forces de l'ordre de demeurer vigilants. Le général Amadou Sanogo sera jugé devant les assises à partir du 30 novembre 2016. Il est accusé d'assassinat et de complicité d'assassinat de militaires en 2013. Le procès devrait se dérouler à Sikasso, une ville du sud du pays. Il encourt la peine capitale. Deogracias Podo. Le procès du général Amadou Sanogo doit s'ouvrir le 30 novembre 2016 à Sikasso, dans le sud du Mali. Le chef de l'ancienne junte militaire sera jugé devant les assises pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dont les corps ont été découverts dans un charnier en 2013. Selon le code pénal malien, l'accusé risque la peine de mort s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Plusieurs autres personnes comparaîtront au cours de cette session d'assises qui a été délocalisée, notamment pour des motifs de sécurité. L'ouverture de ce procès est comme un soulagement pour les proches des militaires disparus. Pendant 3 ans, nous sommes en train de courir derrière cette procédure et que les victimes soient vraiment rétablies dans leurs droits. Donc si on nous donne une date, cela ne peut que nous réjouir. Nous voulons que les droits de toutes les parties représentées dans ce procès soient respectés. Et nous voulons qu'il y ait un procès juste et équitable. Nous ne voulons pas que ce procès soit quand même bâclé et que les juges puissent vraiment statuer en toute tranquillité et en toute indépendance. Pour les autorités maliennes, l'un des plus grands défis sera de concilier l'exigence de justice des familles des victimes avec le souci de la préservation de la cohésion au sein de l'armée. Cette dernière est toujours en voie de reconstruction après la débâcle de 2012 face à la rébellion Touareg et aux groupes djihadistes dans le nord du pays. Aujourd'hui, même si des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères présentes sur place, certains restent tout de même optimistes. Le Mali pourra renouer avec la stabilité grâce à une volonté politique et à l'implication de tous les acteurs. Ceux qui sont dans cette même armée, qui se sont mal conduits, vont être traduits devant la justice. Cela ne peut qu'amener une réconciliation au niveau des militaires et ensuite, par ricochet, une réconciliation de l'ensemble du peuple malien. Il est temps qu'on aille à la justice parce qu'on a compris que sans la justice, toute réconciliation qu'on a tentée a été vouée à l'échec. Et la rébellion est devenue récurrente et tous les ans, on voit des groupes de rebelles qui se créent. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de justice dans ce pays. En décembre 2013,
Les corps d'une vingtaine de militaires appartenant à une unité parachutiste de l'armée malienne avaient été retrouvés dans un charnier au quartier du général Sanogo. Aujourd'hui, beaucoup espèrent que le voile sera levé sur cette affaire. Depuis 3 ans, les familles et proches des disparus restent dans l'attente. C'est en décembre 2015 que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako avait annoncé le renvoi aux assises des 18 militaires, dont le général Sanogo, cité dans cette affaire. Au Mali, un poste de sécurité de l'armée attaqué au sud de Gao. Le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué l'attaque et parlé de décès dans les rangs de l'armée. Une information catégoriquement démentie côté militaire malien où l'on insiste, je cite, les assaillants ont été mis en déroute. Les autorités kenyanes prévoient d'augmenter la torréfaction du café local. Elles invitent les producteurs à nouer des partenariats avec les investisseurs étrangers pour accroître les exportations et accroître leurs revenus. Ibrahima Djoumaba. Au Kenya, les autorités et les agriculteurs multiplient les actions pour promouvoir le café kényan. Il est d'ailleurs prévu d'augmenter la torréfaction du café pour améliorer sa qualité. Les acteurs sont tournés vers l'amélioration de leurs revenus en se focalisant notamment sur l'écoulement du café made in Kenya sur le marché intérieur. Si nous prenons notre café à travers le processus de valeur ajoutée, nous sommes en mesure d'espérer sur l'avenir de son écoulement. Notre principal défi reste la maîtrise du marché local. Si nous contrôlons le marché intérieur, le prix aux producteurs sera amélioré. Si nous arrivons à transformer localement le café, le marché kényan pourra absorber les 50% de notre production. Cela va améliorer également le chiffre d'affaires des producteurs. Les autorités veulent améliorer la quantité du café torréfié localement de 5 à 10% par an au cours des 5 prochaines années. Dans la région d'Otaya, les 15 000 membres de la coopérative des producteurs de café ont installé une unité de torréfaction et un broyeur d'une valeur de 50 millions de shillings pour améliorer la qualité du produit. Objectif, produire du café conditionné pour le commerce local et pour l'exportation. Nous allons faire l'homologation à partir d'ici. La torréfaction du café nous a permis d'améliorer la qualité des emballages et du produit fini. Nous avons 2 méthodes d'écoulement. La première consiste à vendre à partir des moulins et de notre siège. La seconde est relative à l'externalisation de la vente du café d'Otaya dans les supermarchés et magasins en ville. Quand les machines rôtissent et moulent le café, cela ajoute de la valeur à celui-ci. Puis le café est vendu dans les supermarchés et ailleurs. Nous estimons également que nous en bénéficions. Entre 2015 et 2016, le Kenya a produit 45 000 tonnes de fèves de café. Pour la campagne 2016-2017, l'État table sur une production de 50 000 tonnes. Alors que le Kenya ne produit qu'1% du café mondial par an, le président Uhuru Kenyatta a lancé cette année une étude sur les moyens de relancer sa production. Actuellement, un sac de café de 50 kg de qualité supérieure s'échange contre $500. Un sac de café de qualité inférieure coûte environ $150. Certains observateurs estiment que la valeur du café made in Kenya peut être doublée avec sa torréfaction. Face à l'appropriation des internautes camerounais du récent incident ferroviaire qui a occasionné une centaine de pertes en vie humaine à Ezeka, les autorités camerounaises souhaitent désormais mieux contrôler les réseaux sociaux. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun le 10 novembre 2016, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Dibril, parle des réseaux sociaux comme étant un phénomène social aussi dangereux qu'un missile lâché dans la nature. Quelques semaines plus tôt, c'était le ministre de la Communication qui fustigeait ces réseaux sociaux. Selon les responsables du ministère de la Communication, la lutte est évidente au vu des faits d'incivisme observés depuis l'incident d'Ezeka. C'est une lutte parce qu'il ne faudrait pas accepter ce type de dérapage. Nous avons observé, après l'accident qui a créé quand même une certaine ambiance de peur, nous avons observé qu'au moindre accident, certains utilisateurs publient les photos sans vérifier. C'est ce qu'il faut éviter. Les gens veulent projeter une image d'un Cameroun qui est un Cameroun d'accident. Alors c'est ça, et il est normal que les politiques interviennent, parce qu'à ce moment-là, nous sommes partis du champ
informationnel vers le champ politique. Il est normal que les politiques interviennent. Selon les experts, les autorités s'engagent dans une lutte vaine. Pour ces derniers, les réseaux sociaux ne sont pas contrôlables. Mais la solution pourrait venir d'une sensibilisation sur un meilleur usage. Une sensibilisation qui commence par la formation des politiques. Le gouvernement aujourd'hui, avec les différents ministres, il passe tout le temps à condamner un outil qui ne maîtrise même pas. Combien de ministères aujourd'hui ont des comptes Twitter, ont des comptes Facebook? Combien de profils on retrouve sur LinkedIn? Est-ce qu'ils connaissent même la portée? Est-ce qu'ils connaissent qu'on peut utiliser ces outils-là pour véritablement informer? Donc je pense que au lieu de décrier, au lieu de transformer tout en problème politique, il faut se poser les questions fondamentales. La question fondamentale ici, en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est la formation. En février 2015, lors de son discours à la jeunesse, le président de la République, Paul Biya, exhortait déjà les jeunes à se méfier des réseaux sociaux. Une jeunesse à qui il a offert près de 500 000 ordinateurs. Malgré les progrès réalisés en matière de loi, dans le monde, les femmes restent confrontées à de multiples obstacles juridiques ayant pour conséquence la difficile amélioration de leur situation économique. C'est ce que révèle le 4e rapport du groupe de la Banque mondiale, lancé les 10 et 11 novembre 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les précisions d'Oumou Kalsumba. Les autorités burkinabées ont procédé au lancement de la 4e édition du rapport intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 » sous l'égide de la Banque mondiale. Axé sur le thème « Parvenir à l'égalité », l'événement est une plateforme de réflexion et d'échange sur les questions relatives à l'autonomisation de la femme burkinabé. Le pourcentage de création d'entreprises par les femmes est passé à 17,11% en 2010 contre 16,91% en 2009. En 2014, 16 890 technologies ont été acquises au profit de 2300 associations et groupements féminins. Dans la mise en œuvre de la politique nationale genre au niveau de mon département, ces éléments sont pris en compte pour travailler main dans la main avec tous les intervenants, tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, la société civile, pour que la promotion de l'égalité, l'équité en lien avec les gens soit une réalité. Les femmes au Burkina Faso, qui représentent plus de 52% de la population, dirigent de plus en plus leur propre entreprise. Elles sont concentrées dans des activités de très petite taille, de faible productivité, de faible rendement et opérant dans l'économie informelle. Nous espérons que le rapport va contribuer à mieux informer les politiques publiques, surtout que les décideurs puissent voir qu'est-ce qu'il faut changer pour que les femmes qui constituent plus de 50% de la population active puissent être encore plus actives et jouer leur rôle et faire développer les pays respectifs. Au Burkina Faso, l'entrepreneuriat féminin constitue un moteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Il contribue pour environ 70% à la formation du produit intérieur brut. Les entreprises dirigées par les femmes burkinabées sont souvent concentrées dans des marchés traditionnels où les rémunérations sont faibles. Il s'agit des produits de l'artisanat, des produits agricoles, de la pêche, de l'élevage destinés aux marchés locaux, la transformation des aliments et la vente de biens et de services. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.